2024, nous avons vu une réédition de la mascarade électorale, plus grossière que jamais, avec la social-démocratie qui usurpe le nom de Front Populaire. En tentant de retirer au mouvement ouvrier ce qui lui appartient, la social-démocratie ne fait que confirmer un divorce déjà acté depuis longtemps avec la classe. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'était véritablement la tactique du Front Populaire antifasciste établie par l'Internationale communiste sous la direction du camarade Staline. Pour qu'un tel travestissement de l'histoire soit possible, au point de faire passer le Front Populaire pour un épisode français isolé de lutte des classes, triomphant avec un gouvernement de gauche, il a fallu des décennies de trahison de la part des révisionnistes qui ont usurpé le nom de communistes, usurpé le nom de parti communiste. Ils ont permis d'effacer des esprits le contexte dans lequel est né le Front Populaire antifasciste. Cette tactique de l'Internationale communiste a été exprimée lors du 7e congrès, durant l'année 1935, et avait pour but de conjurer la guerre d'agression contre l'Union soviétique, alors la base rouge des révolutionnaires du monde entier, et placer les partis communistes en position de diriger la guerre révolutionnaire. Il ne s'agit pas d'une vidéo d'histoire ou d'un documentaire. Nous n'allons pas parler du déroulement des événements en France et de ses acteurs, mais au contraire, prendre les choses dans leur globalité. Dans ce domaine, nous ne partirons pas d'un point de vue a posteriori, d'un point de vue actuel sur le passé, car ce genre de démarche est anti-scientifique. Nous allons nous replonger dans le contexte bien particulier de cette époque, afin de comprendre l'époque de la première vague de la révolution prolétarienne mondiale. En 1917, une nouvelle période d'histoire est ouverte, avec le triomphe de la révolution bolchevique. L'ère de la révolution prolétarienne mondiale commence. Le vieil empire tsariste est abattu, la prison des peuples est détruite. Dirigée par le grand Lénine, cette révolution déclenche avec fracas la première vague de révolution prolétarienne qui commence par une multitude d'insurrections à travers l'Europe.
Les masses, qui sortent à peine de la boucherie impérialiste de la Première Guerre mondiale, se révoltent contre la vie chère devenue insoutenable. L'idée d'un changement de pouvoir se formule alors dans les esprits, c'est-à-dire la destruction du pouvoir capitaliste et l'instauration d'un nouveau pouvoir, ouvrier et paysan. Les bolcheviks ont montré pour la première fois dans l'histoire qu'il ne s'agit ni d'un rêve, ni d'une utopie, mais bien d'une question pratique et immédiate. Un fait que les révisionnistes se dépêchent de ranger dans les tiroirs poussiéreux de l'histoire pour ne pas y être confrontés. Dans les quelques années qui suivent 1917, des insurrections éclatent en Hongrie, en Italie, en Allemagne qui connaît 3 épisodes révolutionnaires en peu de temps, en Finlande, en Bulgarie. La lutte de libération nationale s'accentue, en Irlande, en Égypte. Aucun pays n'est épargné par la vague révolutionnaire. C'est une onde de choc qui terrorise la bourgeoisie, la contraignant à signer un armistice précipité en 1918. En 1919, la Troisième Internationale, l'Internationale communiste ou Comintern sous son acronyme russe, est fondée pour diriger et unifier les révolutionnaires partout dans le monde. Des marxistes de 21 pays participent à sa fondation. Son programme est la fin du capitalisme et l'instauration de la transition socialiste pour toute l'humanité. Si les insurrections ont échoué, elles ont semé les graines des partis d'un nouveau type, qui ont germé sous la direction du Comintern. Environ 70 partis et organisations en ont été membres, sur tous les continents, ainsi que de nombreuses organisations, parmi lesquelles nous pouvons citer l'Internationale syndicale rouge, le Secours rouge international, le Mouvement des femmes communistes et bien d'autres, comme l'Internationale des jeunesses communistes. En 1947, la CIA, dont l'existence même est vouée à la lutte contre le communisme, avoue à propos de la Troisième Internationale que, pendant les 24 années de son existence officielle, la Troisième Internationale a joué un rôle clé dans l'organisation et le développement du mouvement marxiste révolutionnaire à l'échelle mondiale. En tant que première machine politique mondiale de l'histoire, elle a coordonné les efforts de groupes d'agitateurs et de révolutionnaires déterminés et fanatiques dans presque toutes les nations et régions colonisées du monde. L'énorme croissance du communisme mondial au cours de notre génération est due, dans une large mesure, à sa force d'intégration et d'impulsion. On resitue mal à notre époque l'ampleur de la situation. Pour beaucoup, aujourd'hui, le communisme est associé au XXe siècle, et le fait que nous soyons au début de la deuxième vague de la révolution prolétarienne mondiale peut sembler abstrait. Les révisionnistes font leur travail de sape en répétant « le passé, c'est le passé ». Tous les efforts sont déployés par l'immense machine de propagande pour effacer le marxisme, le falsifier pour le rendre inoffensif, ou le diaboliser. L'acharnement anticommuniste, qui est très actuel, nous donne à peine un aperçu de la situation dans les années 20 et 30. L'Union des républiques socialistes soviétiques, qui s'est relevée des destructions causées par la guerre contre-révolutionnaire menée par les Blancs, loin d'être pauvre et sous-développée, a vu un développement considérable sous tous les plans, que ce soit au niveau social, culturel, scientifique ou économique. Ces succès ont été couronnés par le grand défi de la collectivisation et de la première transition socialiste de l'histoire. Sous la direction du camarade Staline, l'URSS n'est pas seulement devenue la deuxième puissance industrielle derrière les États-Unis, rattrapant en 20 ans des siècles de développement au niveau technique, c'est surtout devenu la base rouge de la révolution mondiale, là où la classe ouvrière a pris le pouvoir et l'a conservé. Le centre névralgique des partis communistes, la direction du mouvement communiste international, l'ennemi numéro 1 des puissances impérialistes et leurs empires coloniaux. Cette base rouge a été capable de guider idéologiquement et politiquement les révolutionnaires sur tout le globe, mais aussi de soutenir matériellement les mouvements de libération et les forces antifascistes partout dans le monde. Le rôle de l'URSS est central. Sa position stratégique, c'est là où la classe ouvrière a obtenu les succès les plus flamboyants. C'était la base d'appui de la révolution prolétarienne mondiale. En triomphant dans une série de pays asiatiques réunis dans l'URSS, la révolution prolétarienne a reçu un point de pivot pour se déployer sur le monde entier. Sous la direction de Staline, l'Internationale communiste est devenue la première organisation politique mondiale de l'histoire humaine. Sans l'Union soviétique, le Comintern n'aurait pas eu le même appui, ni le même impact, les deux sont étroitement liés. C'est la raison pour laquelle la défense de l'Union soviétique était d'une importance vitale pour la classe ouvrière dans sa globalité. C'est la raison qui a fait naître le Front populaire antifasciste. De tels accomplissements ne sont pas le fruit du hasard, ils ont été atteints par une lutte acharnée au sein du PCUS. Une lutte entre deux lignes, la ligne rouge marxiste
contre la ligne noire de liquidation. Il y a eu des erreurs commises au sein de la Troisième Internationale, ou durant la collectivisation, mais ces erreurs doivent être remises dans leur contexte, celui de la première édification socialiste de l'histoire. On ne comprend véritablement le marxisme que dans le processus d'application des idées justes, ou dans leur conception, comme dans leurs applications, les idées justes et les idées erronées s'entrechoquent. Le marxisme n'est pas un dogme, c'est une conception du monde et un ensemble de principes qui se heurtent à la conception du monde de la bourgeoisie. La lutte entre les deux lignes est le reflet de la lutte des classes qui affecte toute la société, les partis communistes aussi, car ils font partie de cette société. Et cette lutte se cristallise dans la direction. Là aussi, il existe de nombreuses lectures a posteriori du rôle de l'Union soviétique, de l'Internationale communiste et de leur dirigeant, Staline. C'est à la lumière des résultats que l'on peut dresser un bilan. Et la lutte victorieuse contre le fascisme est indubitablement un résultat concret de la direction exercée par Staline. Dans son programme, l'Internationale communiste établit que la conquête du pouvoir par le prolétariat ne signifie pas capturer pacifiquement l'appareil d'État bourgeois tout fait au moyen d'une majorité parlementaire. Par conséquent, la violence de l'État bourgeois ne peut être réprimée que par la violence sévère du prolétariat. La conquête du pouvoir par le prolétariat est une tâche qui ne peut être accomplie que par le prolétariat. La conquête du pouvoir par le prolétariat est le renversement violent du pouvoir bourgeois, la destruction de l'appareil d'État capitaliste, armée bourgeoise, police, hiérarchie bureaucratique, pouvoir judiciaire, parlementaire, etc. et la substitution à sa place de nouveaux organes de pouvoir prolétariens, devant servir principalement d'instruments pour la suppression des exploiteurs. La situation est alors très claire. Le mouvement communiste international progresse et la bourgeoisie terrifiée est prête à toutes les options pour maintenir sa dictature. Depuis que la bourgeoisie a achevé sa mission révolutionnaire en détruisant le féodalisme, les États capitalistes sont réactionnaires par nature. En effet, en tant qu'outil de domination de la bourgeoisie sur toute la société, ils s'opposent de manière antagonique avec l'émancipation des classes ouvrières et paysannes dont ils encadrent l'exploitation. Le processus qui dirige les États capitalistes est une réactionnarisation constante, de par la nature du capitalisme à renforcer l'exploitation, pressurer le travail pour en accroître le profit et réprimer toute contestation. Les États capitalistes sont de plus en plus réactionnaires. La violence est un trait de caractère de l'État pour soumettre les masses, ce n'est donc pas ce qui caractérise spécifiquement le fascisme. Aujourd'hui, ce processus de réactionnarisation s'accélère en raison de la crise de pourrissement avancée de l'impérialisme et l'absence de forces révolutionnaires organisées capables de se dresser contre les politiques réactionnaires. On ne peut pas qualifier de fascistes les États qui aujourd'hui en Europe voient des partis d'extrême droite arriver au pouvoir. Non seulement il n'y a pas besoin de réponse virulente à une révolution imminente, mais la bourgeoisie n'a pas non plus un besoin spécial de l'extrême droite pour réaliser ses plans. En effet, en Europe, ce sont les partis sociolibéraux qui mènent les politiques ultra-réactionnaires et qui poussent à la préparation à la guerre mondiale. Les sociolibéraux, comme Macron ou les Verts dans les pays du nord de l'Europe, et qui sont au pouvoir, sont les véritables ennemis des masses. Et les mesures antidémocratiques, anti-ouvrières sont menées par eux. Et ce sont eux qui pavent la voie du fascisme. Ce qui est nouveau dans les années 20, c'est la manière dont la bourgeoisie réagit à la menace révolutionnaire concrète posée par l'URSS et le Comintern. Le fascisme est un phénomène propre à une période révolutionnaire. Et nous allons définir ce qu'il est réellement, à commencer par l'essentiel. Le fascisme est un phénomène contre-révolutionnaire. C'est son seul but, sa seule raison d'être. Ce qui définit le fascisme, c'est le fait qu'il soit en lutte contre l'aspect démocratique libéral des États capitalistes. Il s'agit d'une dictature ouverte. La bourgeoisie exerce sa dictature en temps normal par la démocratie libérale. L'aspect qui change, c'est que la dictature devient ouverte et terroriste.
Par la terreur, la bourgeoisie espère paralyser l'action des masses. Les changements sont progressifs et ne se font pas du jour au lendemain d'une manière inattendue, mais ils se font dans l'État lui-même. Les factions bourgeoises fascistes et conventionnelles bataillent pour le contrôle de la machine d'État. Le fascisme peut tout aussi bien s'accommoder du parlementarisme durant un temps. Il revêt une forme spécifique à la réalité nationale de chaque État et au niveau de la lutte des classes. Mais il n'y a pas une liste de cases à cocher et au bout duquel on obtient la recette du fascisme. L'utilisation abusive du terme fasciste, le rendant indépendant de sa cause, c'est-à-dire la révolution prolétarienne, rend incompréhensible le fascisme et finit par le rendre flou. C'est ce flou qui permet aux opportunistes aujourd'hui de revendiquer le nom de Front populaire, pour contrer une soi-disant menace fasciste, quitte à s'allier avec les ultra-réactionnaires macronistes. Une mascarade sur toute la ligne. Les mesures de plus en plus réactionnaires sont prises progressivement par les fascistes pour renforcer l'exploitation des travailleurs, supprimer les droits démocratiques, diviser la classe ouvrière. Mais comme le dit Dimitrov, en sapant les restes de démocratie bourgeoise, le fascisme sape aussi les illusions démocratiques et le prestige de la légalité aux yeux des masses. Autrement dit, en voulant consolider le pouvoir d'État, le fascisme le fissure de plus en plus. C'est pourquoi il y a une lutte de factions au sein de la bourgeoisie, entre le parti de choc fasciste et les autres qui veulent conserver un semblant d'apparence démocratique pour ne pas précipiter l'effondrement du régime par les insurrections. L'Internationale communiste, par la voix de Georgi Dimitrov, l'un de ses dirigeants, explique le fascisme de la manière suivante lors de son 7e congrès de 1935. Le fascisme sert à la bourgeoisie à prendre des mesures exceptionnelles de spoliation, préparer une guerre de brigandage impérialiste, agression contre l'Union soviétique, l'asservissement et le partage de la Chine, et par-dessus tout, conjurer la révolution. Il ajoute que le fascisme représente la dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins et les plus impérialistes du capital financier. Le fascisme n'est pas une forme de pouvoir d'État se plaçant au-dessus des deux classes, le prolétariat et la bourgeoisie, comme l'a affirmé par exemple Otto Bauer. Ce n'est pas la révolte de la petite bourgeoisie qui s'est emparée de la machinerie d'État, comme le déclare le socialiste britannique Bryce Ford. Non, le fascisme n'est pas un pouvoir au-dessus des classes, ni un gouvernement de la petite bourgeoisie ou du lumpen prolétariat sur le capital financier. Le fascisme est le pouvoir du capital financier lui-même. C'est l'organisation de la vengeance terroriste contre la classe ouvrière et la section révolutionnaire de la paysannerie et de l'intelligentsia. En politique étrangère, le fascisme est le chauvinisme sous sa forme la plus brutale, fomentant la haine bestiale envers les autres nations. Le fascisme n'est donc pas le fait de groupuscules qui auraient réussi à convaincre et se seraient imposés à l'insu du plein gré de la bourgeoisie. C'est l'œuvre de la bourgeoisie elle-même, bien que la victoire des fascistes soit faite progressivement dans une lutte entre factions de la bourgeoisie. Le parti fasciste contre les vieux partis bourgeois dépassés. Le fascisme en impose par sa virulence, il doit être radical. Il exploite les préjugés enracinés dans les masses, comme les mentalités coloniales ou quoi que ce soit d'autre. Mais il exploite aussi ses meilleurs sentiments, comme le besoin de justice, voire même ses traditions révolutionnaires. D'où l'usurpation du terme socialiste ou révolution. Le fascisme fait appel à une démagogie anticapitaliste contre les élites, contre les manias financiers ou contre la corruption. Le rejet viscéral du crétinisme parlementaire qui existe dans les masses n'est pas nouveau. Par exemple, en Allemagne, les nazis disaient « l'intérêt général prime sur l'intérêt privé ». En Italie, notre État n'est pas un État capitaliste mais corporatif. Au Japon, ils disaient « pour un Japon sans exploitation ». Le fascisme capte les espoirs déçus des masses qui abandonnent les vieux partis bourgeois. Il fait appel à la nation lésée, au sentiment national blessé. Au fond, le fascisme, c'est la reprise du cheval de bataille de la bourgeoisie, de la nation contre la révolution, mais sous une forme particulièrement bestiale, afin de capter la colère des masses et de la mobiliser contre le pays voisin, contre l'étranger, contre tel ou tel élément culturel, peu importe pourvu que cette colère ne vienne pas bouleverser l'ordre impérialiste. Le fascisme sait que l'État démocrate libéral ne correspond plus aux besoins de l'époque de l'impérialisme. Il a besoin de développer un cadre arriéré sous une forme renouvelée et s'appuie sur des normes fondamentales. La personnalité, la propriété, la famille et bien sûr l'État et l'armée comme incarnation de la nationalité.
Le fascisme, comme parti de choc de la bourgeoisie, ne se contente pas d'être contre-révolutionnaire, il est aussi le parti de la guerre. Dans les années 20 et 30, les bourgeoisies impérialistes traversent une des nombreuses crises du capitalisme. Les impérialismes plus faibles sont incapables de faire face à la concurrence des autres puissances impérialistes par le moyen d'une politique extérieure pacifique. Ils ont alors besoin du fascisme pour mobiliser dans une course en avant belliqueuse. Ils veulent la guerre. Cette guerre vise alors principalement l'Union soviétique. Il n'est pas non plus anodin que les pays où le fascisme triomphe sont ceux qui sont privés d'empires coloniaux. Mais les fascistes ne sont pas uniquement des anticommunistes assoiffés de sang. Ils doivent permettre de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Territoire, colonie, marché. Sans cela, il n'y a pas de sortie de crise possible pour les monopoles impérialistes. Le camarade Staline a correctement analysé le fascisme et son lien avec l'agression imminente contre l'URSS. Les classes dirigeantes des pays capitalistes détruisent ou annulent avec tant de zèle les derniers vestiges du parlementarisme et de la démocratie bourgeoise, qui pourraient être utilisés par la classe ouvrière dans sa lutte contre les oppresseurs, qu'elle pousse les partis communistes à la clandestinité et recourt à des méthodes ouvertement terroristes pour maintenir leur dictature. Le chauvinisme et la préparation à la guerre comme éléments principaux de la politique étrangère, la répression de la classe ouvrière et le terrorisme dans le domaine de la politique intérieure comme moyen nécessaire pour renforcer l'arrière des futurs fronts de guerre. Voilà ce qui occupe particulièrement l'esprit des politiciens impérialistes contemporains. Lorsqu'il expose la tactique du front antifasciste mondial pour défendre l'URSS, il est très clair que le plan de ce front antifasciste est de préparer une guerre révolutionnaire à l'arrière des lignes de front. Non seulement parce que les peuples du RSS se battraient jusqu'à la mort pour préserver les acquis de la révolution, mais aussi parce que ce serait la guerre la plus dangereuse pour la bourgeoisie, pour les raisons supplémentaires qu'elle sera menée non seulement sur les fronts, mais aussi à l'arrière-garde de l'ennemi. La bourgeoisie ne doit pas douter que de nombreux amis de la classe ouvrière de l'URSS, en Europe et en Asie, s'efforceront de porter un coup à l'arrière de leurs oppresseurs, qui ont lancé une guerre criminelle contre la patrie de la classe ouvrière de tous les pays. Et il ajoute : dans les pays capitalistes, on prépare fiévreusement une nouvelle guerre pour un nouveau partage du monde. Et si les intérêts de l'URSS exigent un rapprochement avec tel ou tel pays, nous adopterons cette voie sans hésitation. La guerre ne manquera pas de déclencher la révolution et de mettre en péril l'existence même du capitalisme dans un certain nombre de pays, comme cela s'est produit au cours de la première guerre impérialiste. La victoire du fascisme en Allemagne a étendu l'action des fascistes dans les autres pays, mais aussi accéléré la réalisation du front unique contre la classe bourgeoise, car personne en Europe ne veut subir le même sort que les ouvriers allemands. Ainsi, le fascisme qui est apparu comme le fruit de la décadence du système capitaliste agit en dernière analyse comme un facteur de décomposition ultérieure de ce système. Ainsi, le fascisme, qui s'est chargé d'enterrer le marxisme, le mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière, conduit lui-même en conséquence de la dialectique de la vie et de la lutte des classes, au développement ultérieur des forces qui doivent creuser sa fosse, la fosse du capitalisme. C'est à partir de cette compréhension du fascisme que l'internationale communiste a développé le Front populaire antifasciste, comme tactique pour conjurer le risque d'une guerre mondiale, qui serait nécessairement, et en premier lieu, une guerre d'anéantissement de l'URSS. Pour plus d'informations complémentaires sur ce sujet, nous vous renvoyons à notre vidéo sur le pacte germano-soviétique. Toute guerre demande une préparation, et le fascisme étant une déclaration de guerre au communisme, il est clair, à travers ces citations, que Staline a préparé les plans de guerre du prolétariat tout au long des années 30. Il a activement dirigé le PCUS et l'Union soviétique dans ce sens, et Dimitrov l'a secondé dans la lutte pour faire triompher le front antifasciste mondial au sein de l'internationale communiste. La préparation à une guerre demande du matériel, des troupes, de la main-d'œuvre et des plans de guerre. Cela ne s'improvise pas en quelques années. Lorsque la guerre éclate, les fascistes n'ont qu'un objectif en tête, supprimer l'opposition interne, écraser les impérialismes concurrents, s'emparer des matières premières, main-d'œuvre et capitaux, et de leurs colonies, pour pouvoir se lancer dans la guerre d'agression contre l'URSS. Nous avons maintenant un contexte clair pour mieux comprendre la portée stratégique du front antifasciste et l'époque dans laquelle il s'inscrit. Maintenant, nous pouvons voir le front populaire antifasciste comme élément de cette stratégie révolutionnaire.
Loin de sombrer dans le défaitisme face à la terreur fasciste, les communistes ont décidé d'assumer leur rôle historique de défense de la classe ouvrière et des droits démocratiques conquis uniquement par la lutte de cette dernière. En établissant le Front antifasciste mondial, le mouvement communiste international a été en position de détruire le fascisme, de mettre fin à la boucherie de la guerre impérialiste et de transformer la face du monde. Il s'agit là d'une épopée des plus glorieuses de notre temps qui a mené dans son sillage la révolution chinoise et les nombreuses guerres de libération contre l'impérialisme. La réalisation du Front antifasciste mondial sous la direction de Staline a étendu la révolution et brisé les empires coloniaux. Nous l'avons dit, le but premier du Front antifasciste est de défendre la base rouge de la révolution. L'Union soviétique occupe une place stratégique. C'est là que la classe ouvrière a conquis le pouvoir. La défendre, c'est défendre la révolution prolétarienne en portant dans chaque pays la guerre révolutionnaire pour le socialisme. Il n'a jamais été question de défendre l'URSS et de s'arrêter là une fois cette tâche accomplie. Pour cela, la guerre étant inévitable, les communistes doivent déployer leurs efforts pour gagner du temps à la préparation à la guerre par l'Union soviétique. Neutraliser les fascistes en mobilisant largement les masses contre la course vers la guerre, mais aussi pour conquérir de nouveaux droits, forcer la bourgeoisie à faire des concessions qui ne peuvent que saper leurs efforts militaires. Et ce faisant, les communistes doivent préparer le terrain pour des guerres de résistance en unissant la classe à travers le front unique, c'est-à-dire le front d'organisation dirigé par le parti, et en s'unissant encore plus largement avec les masses pour former des fronts populaires antifascistes. Ces fronts sont pensés pour une préparation à la lutte armée avec pour centre le front unique prolétarien, c'est-à-dire la guerre révolutionnaire dirigée par les partis communistes. Dimitrov le résume ainsi: lutte commune contre toutes les formes d'offensive fasciste, pour la défense des acquis et des droits des travailleurs, contre l'abolition des libertés démocratiques bourgeoises. Lutte commune contre le danger imminent d'une guerre impérialiste, une lutte qui rendra la préparation d'une telle guerre plus difficile. Il ajoute: nous devons sans relâche préparer la classe ouvrière à un changement rapide des formes et des méthodes de lutte quand il y a un changement dans la situation. À mesure que le mouvement grandit et que l'unité de la classe ouvrière se renforce, nous devons aller plus loin et préparer la transition de la défensive à l'offensive contre le capital. Il est très clair que le Front populaire est une tactique qui s'inscrit dans un plan général pour la prise de pouvoir par la violence. Il s'agit, pour les partis communistes, à travers le Front populaire, non seulement d'entraver la course vers la guerre, mais aussi de se préparer à déclencher la guerre révolutionnaire. Pour réaliser l'unité de la classe ouvrière, les communistes ont besoin d'un front tactique large qui s'étend au-delà de leurs propres forces. Dans ce front large, les communistes se basent sur le front unique prolétarien, c'est-à-dire les organisations sous la direction du Parti communiste. Des organisations de masse déjà acquises à la nécessité révolutionnaire et dont la conscience politique s'est forgée dans la lutte des classes. Le prolétariat peut ainsi exercer une hégémonie en tant que force indépendante tout en réalisant l'unité d'action avec la social-démocratie. À cette époque, les partis sociaux-démocrates sont des partis comptant un grand nombre d'ouvriers. C'est un fait difficile à imaginer aujourd'hui, tant leurs trahisons les ont isolés des masses. Mais à ce moment, la SFIO est présente dans la classe ouvrière. Le but du Front populaire antifasciste est d'unir les larges masses, pas seulement les sociaux-démocrates, mais aussi les anarchistes, les ouvriers chrétiens et les éléments inorganisés, afin de lutter contre le fascisme, et dans cette lutte, démasquer les opportunistes qui refusent de s'allier avec les communistes contre les fascistes. De fait, la social-démocratie était une force sans laquelle on ne pouvait pas compter pour appliquer cette tactique, car l'époque était différente. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a aucune raison de chercher à reproduire une telle tactique. Elle ne correspond non seulement pas à l'époque et au danger du fascisme, mais surtout, la social-démocratie libérale contemporaine fait partie intégrante de la machine d'État. Elle ne fait que paralyser les forces de contestation en les ramenant gentiment dans les bureaux de vote, ce qui n'était pas du tout le but du Front populaire antifasciste. Mais la social-démocratie d'alors n'était pas un allié absolu. C'est son attitude vis-à-vis du fascisme qu'il fallait prendre en compte. Soit elle luttait effectivement contre le fascisme, soit elle n'avait pas sa place dans un front populaire antifasciste. La social-démocratie, dans certains pays, est l'une des raisons de la faiblesse du prolétariat face au fascisme. Elle a paralysé son action combative
en ne luttant pas contre les mesures réactionnaires qui préparaient le terrain du fascisme et en renonçant à toute forme de combativité. De plus, les mots d'ordre du Front populaire dirigé par des sociodémocrates n'auraient jamais dépassé certaines revendications. C'est pourquoi les communistes avaient le devoir de diriger ces fronts pour élever la politique à des revendications plus avancées, avec en perspective de chaque lutte revendicative la lutte pour le pouvoir, c'est-à-dire la préparation à la guerre révolutionnaire. C'est pour cette raison que les communistes en France n'ont pas participé au gouvernement de Front populaire. Non pas parce que c'était strictement interdit, mais parce que cela dépendait de la situation. Une tactique doit s'adapter à la réalité concrète de chaque pays, au niveau de la lutte des classes. En gagnant les larges masses dans un front populaire antifasciste, le parti donnait un poids politique considérable à la classe ouvrière dans sa lutte contre le fascisme. Cette volonté d'unité extrêmement forte, à l'inverse de la volonté de dilution, est d'ailleurs un marqueur de classe. Ce poids politique est seul à même de faire plier les réactionnaires, de contraindre les sociodémocrates à se plier aux revendications du prolétariat ou à se démasquer comme soutien du fascisme. Mais cette unité conquise par la lutte est aussi une étape préparatoire pour le passage d'une lutte défensive à une lutte offensive. La raison d'une alliance tactique avec la social-démocratie est aussi à chercher dans les conséquences du fascisme. En chassant des parlements et faisant perdre aux sociaux-démocrates leurs assises comme collaborateurs de l'État, parfois en les persécutant, les fascistes les poussent dans les bras du communisme. L'aristocratie ouvrière est atteinte et c'est le principal soutien de la social-démocratie. Elle tend alors de plus en plus à revoir ses positions social-démocrates. Aujourd'hui, l'époque n'est pas la même. Le Front unique révolutionnaire en développement sera tôt ou tard accompagné du fascisme, et la situation sera alors immédiatement une situation de guerre révolutionnaire contre la guerre contre-révolutionnaire. Car il n'existe pas de base rouge aujourd'hui, il n'y a pas de patrie du prolétariat. Cette forme de front populaire n'existera plus comme dans les années 30, mais sera une partie intégrante du Front unique révolutionnaire. Autrement dit, l'antifascisme conséquent aujourd'hui passe par l'organisation révolutionnaire. La réalisation des fronts populaires dans les années 30 a été différente d'un pays à l'autre, en fonction des situations différentes, mais aussi en fonction de la justesse de l'application ou des erreurs commises. Elle a été magistralement appliquée par le Parti communiste chinois sous la direction du président Mao dans la lutte anti-japonaise, une lutte contre l'envahisseur fasciste. La guerre de libération nationale a été dirigée dès le début par le président Mao pour devenir une guerre révolutionnaire, et ainsi donner le jour à la deuxième révolution prolétarienne triomphante. En Allemagne, la réponse nazie au Front populaire a été immédiate, avec la promotion du pacte anti-Comintern et la dénonciation furieuse du Front populaire comme un danger pour la dictature fasciste, en ciblant particulièrement les exemples en France et en Espagne, et en craignant ce développement en Allemagne. En France, le Front populaire a rendu impossible l'accession au pouvoir du fascisme. Celui-ci n'a pu arriver qu'à grand renfort de chars allemands et par la capitulation d'une France de la bourgeoisie, préférant se soumettre à l'envahisseur que voir les communistes triompher. L'application du Front populaire antifasciste par les partis communistes leur a permis de se forger comme véritable avant-garde choisie par les masses. En effet, un parti communiste ne s'autoprogramme pas comme avant-garde. Ce sont les masses qui le choisissent, car elles voient dans les faits les choses changer sous sa direction. Le parti ne fait pas de promesses, il agit. Et là où il agit, il y a transformation. Dans les années 20 et 30, les jeunes partis communistes nouvellement constitués devaient forger des cadres, des dirigeants de la lutte des classes. La bolchevisation était en cours pour transformer les partis et organisations en partis de type nouveau, léniniste. Le Front populaire a été un moment de forge intense en vue de la préparation à l'offensive contre les capitales. Il a permis de faire émerger la résistance contre les guerres d'agression fasciste. Il a vu l'émergence des héroïques combattants de la résistance et d'innombrables martyrs de la révolution socialiste. En France, où le choc moral de la défaite semblait avoir étouffé la contestation, le Parti communiste a porté les premiers coups de la lutte armée jusqu'au déclenchement d'insurrections dans tout le pays en quelques années. Une fois de plus dans notre histoire, c'est la classe ouvrière qui a véritablement défendu la nation. Ce sujet mérite de nombreux développements, mais nous avons voulu être synthétiques et aller à l'essentiel, à savoir que le Front populaire antifasciste était une préparation à la guerre révolutionnaire, que sa réalisation était une défense de la révolution prolétarienne, que Staline a dirigé le mouvement communiste international dans le tumulte et le chaos,
Sous sa direction, le front antifasciste mondial a triomphé et écrasé le fascisme au point de le faire ramper jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut se revendiquer du fascisme sans se discréditer. 70 ans après, l'action de Staline et des partis communistes continue de les terroriser et de les contraindre à sauver les apparences, les obligeant à l'hypocrisie. C'est une victoire. Que contre les attaques et les calomnies contre l'URSS, contre le socialisme et contre Staline, il y a des faits. Des faits qui montrent qu'il a protégé la révolution, qu'il l'a propagée et a fait passer un tiers de l'humanité sous le socialisme, amenant au niveau mondial à une impasse stratégique entre capitalisme et socialisme. Et qu'enfin, Staline a propagé la révolution jusqu'aux pays les plus opprimés, amenant une vague de soulèvement contre la colonisation et rendant impossible le maintien des empires coloniaux. Sa contribution à la lutte anticoloniale est immense. On ne peut juger de l'œuvre de Staline qu'à travers les faits. Et bien que ses erreurs aient aussi eu un coût, il a su diriger le mouvement communiste international en maintenant toujours le cap sans jamais trahir la révolution. Il a lutté avec acharnement dans le PCUS, mené la première transition socialiste de l'histoire. Il a su analyser avec justesse un phénomène jusqu'alors inconnu, le fascisme. Et il a conduit l'URSS contre la menace d'une guerre d'anéantissement, l'amenant à la victoire et à la libération de l'Europe. Il a synthétisé les apports du grand Lénine et compris qu'il s'agissait d'un développement du marxisme, un bond dans la compréhension idéologique. En apportant lui-même une contribution, il a formé le marxisme-léninisme, qui a trouvé sa plus haute application en Chine, où le président Mao l'a à son tour approfondi et enrichi. Car la marche en avant de la connaissance de la révolution ne s'arrête jamais. Le Front populaire a été une tactique qui s'est élaborée des années durant dans une lutte acharnée pour affirmer le marxisme contre les déviations opportunistes de droite comme de gauche. Il a été la forge de nombreux communistes. La justesse de cette tactique a été pleinement comprise et développée plus en avant par le président Mao. Dans les faits, les partis communistes, unis par l'internationale communiste, ont rendu la victoire du fascisme impossible, et ce, avant même le début de la guerre ouverte. Ils ont contribué à préparer les esprits à une bataille titanesque dans le feu d'une guerre mondiale. Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure de la préparation à la prochaine guerre mondiale qui arrive dans les années à venir, et que nous verrons de notre vivant avec certitude, nous avons besoin que soit reconstitué l'internationale communiste, dont le programme et les buts sont d'actualité. La Ligue communiste internationale représente aujourd'hui un jalon historique dans ce sens. Jamais, depuis 1943, il n'a existé une telle unité dans le mouvement communiste international. Et nous avons besoin que soient reconstitués les partis communistes d'un nouveau type. Face au pourrissement de l'impérialisme, à son obscurantisme bestial et à sa force de décomposition effroyable, nous avons besoin de notre quartier général.